Quand on parle d'un égrégore, on parle en réalité d'une force. Une appartenance à un groupe ne nous coupe pas des autres groupes humains, pas plus que de nous-mêmes. Mélanger différentes natures de forces occultes expose en tout cas pas mal de déconvenues. La notion d'égrégore est souvent utilisée en occultisme, bon, c'est assez à la mode, et comme beaucoup d'autres concepts, il est utilisé dans plein de sens différents, selon les écoles, selon les sources, et c'est souvent quand même assez nébuleux. Alors parfois l'égrégore est connoté de manière plutôt positive, et parfois on en voit partout, et il faut absolument s'en débarrasser. Comme beaucoup d'autres concepts ésotériques ou occultes, que l'on soit débutant ou plus chevronné, à la fois on tâtonne et en même temps on s'entoure de plein de certitudes. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet d'une façon très générale, pour que l'on comprenne un peu ce qui peut en être dit ici ou là. On va rester dans des choses assez simples pour commencer à découvrir cette notion, qui peut recouvrir, même sous le même vocable égrégore, plein de réalités qui seront en réalité très différentes. Alors je reviendrai dans d'autres entretiens sur des situations où la notion d'égrégore est, disons, plus significative ou plus occulte, et parfois aussi peut être confondue avec d'autres réalités. À commencer par qu'est-ce qu'on entend par égrégore. Il s'agit d'une force rassemblant des intentions de plusieurs personnes qui vont aller dans le même sens. Quand on parle d'un égrégore, on parle en réalité d'une force. Et on fantasme bien souvent en ne prenant en compte que cette force, comme si elle était déconnectée de la réalité qui lui donne source, la réalité humaine qui en est à l'origine. Et pour comprendre la réalité d'un égrégore, on pourrait dire qu'un égrégore standard pourrait se confondre avec les appartenances à des groupes humains. Ce que je cherche à dire, c'est que désigner un égrégore sans prendre en compte la réalité qui en est à la source sera un parti pris, pour ne voir que des aspects invisibles. Et ça, c'est déjà se fourvoyer. Il existe des fantômes d'égrégores ou des serviteurs magiques. Nous en reparlerons, mais ce n'est pas la même chose. Nous sommes tous reliés à une ou plusieurs communautés, et ces communautés avec lesquelles nous avons le sentiment d'appartenance, et ces communautés qui nous reconnaissent en contrepartie comme faisant partie d'elles-mêmes. Et ces appartenances sont les sources de cette force que l'on appelle égrégore. D'une certaine façon, la sociologie ou la psychologie des groupes pourrait très bien décrire les mêmes réalités, simplement sous un autre aspect. Avec cette désignation d'égrégore, l'occultisme se concentre sur l'aspect caché uniquement, c'est-à-dire sur la force qui correspond à une réalité tangible. À ce titre, un égrégore est une sorte de réalité limite. Mais décrivons quand même quelques caractéristiques. Alors si on prend des caractéristiques d'un égrégore standard, on va dire, dans ces communautés, on va trouver des humains de tous les âges, des enfants, des adultes, des vieillards, des personnes différentes, même avec des points de vue qui peuvent être antagonistes, et au sein de ces groupes, on va trouver une hiérarchie, une répartition stable de l'autorité. Tout groupe a également ses rites, ses rituels, la façon dont elle va structurer la vie de groupe. Les rites et les rituels structurent l'appartenance à un groupe humain, sans pour autant que ces rites soient la raison d'être du groupe, vous comprenez. Ces rites et rituels évoluent au rythme des humains qui vont composer le groupe. Un groupe humain est aussi relié à d'autres groupes humains, ce qui sera différent par exemple dans le cas d'une secte. D'ailleurs, le mot secte vient d'un terme qui veut dire couper ou se couper. Et c'est un cas particulier d'égrégore sur lequel nous reviendrons. La participation d'un individu à un groupe reste ouverte par rapport à un égrégore, c'est-à-dire que des personnes partent du groupe, puis elles reviennent, et le groupe, lui, reste inchangé en quelque sorte. Mais les conditions d'appartenance à ce groupe-là ne changent pas, que l'on soit éloigné physiquement ou psychologiquement, je dirais, et hormis dans les sectes, là encore, où on est obligé de rester. Une appartenance permet d'aller et venir en liberté, et ça reste dans une sorte de plasticité que l'on accorde à cette force qu'est l'égrégore. Alors un autre aspect qui est l'histoire ou la géographie, parce que ça participe aussi à un sentiment d'appartenance et ça va renforcer l'identité d'un groupe et le sentiment d'appartenance des personnes. Alors concernant l'histoire, elle peut concerner des légendes bien sûr, mais l'histoire d'un groupe se réfère surtout à des faits réels sur lesquels tout le monde, ou presque, s'accorde à dire qu'ils sont authentiques, qu'ils ont vraiment existé. C'est-à-dire qu'un groupe humain se réfère à la réalité que les humains peuvent percevoir. Tous les groupes humains sont compatibles
avec une religion, ou du moins il est rarement refusé d'accorder une place à au moins une religion au sein d'un groupe humain. Et cette ouverture vers, on va dire, la transcendance temporise très largement tout ce que l'on pourra dire à propos des égrégores. La spiritualité est présente dans tous les groupes humains, à un degré ou à un autre, et reste relativement indépendante, cette spiritualité, à la notion d'égrégore. Lorsqu'un groupe disparaît, son identité se dissipe, puisqu'elle n'est qu'une conséquence du groupe, et cette dissipation veut dire que l'égrégore se fond dans un ensemble plus grand qui le contenait, comme une société, une nation, une ethnie, que sais-je. Ces moments de mort du groupe présentent toujours des moments de crise, mais qui ne persistent pas. Et à moins que l'égrégore ait été attaqué sur le plan occulte, c'est ce qui se passe dans des cas de guerre, par exemple, ou de révolution, etc. Donc, je le répète, un égrégore est une force qui se dégage d'une communauté humaine, c'est naturel, on peut l'appeler l'esprit de groupe, et là tout le monde va pouvoir reconnaître que selon nos appartenances, il y a un esprit particulier lié à chaque groupe que l'on fréquente. On peut en quelque sorte isoler cette force, cet esprit, comme s'il était une personne. On peut désigner, pour autant qu'elle se manifeste, cette force-là, cet esprit, mais c'est à ce moment-là que le concept d'égrégore prend vraiment corps dans la culture ésotérique et occulte, parce qu'on va vouloir voir que cette force isolée de la réalité humaine. Vous comprenez ? Alors je parlais d'une réalité limite tout à l'heure. Le sentiment d'appartenance n'est pas une force occulte, c'est une réalité humaine, un sentiment qui touche nos affects notamment. Mais l'égrégore peut être vu comme une chose positive, soit aussi comme une chose négative, et en plus de ça, on va même qualifier un égrégore de positif ou de négatif en fonction des idées ou des sentiments communs aux gens qui le composent. Nos appartenances, en fait, sont toujours positives, elles contribuent à toujours nous édifier d'une certaine façon. Mais la structure d'un égrégore, la structure d'un groupe n'est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est juste un résultat qui est inévitable, comme un peu une ombre est projetée par le fait qu'on marche en plein jour, par exemple. Le but, c'est pas de faire une ombre, ce qui est important, c'est de marcher pour aller quelque part. L'ombre reste en retrait de cette marche, et c'est elle, la marche que l'on devait prendre en compte, et non pas l'ombre. Les personnes peuvent changer d'appartenance, ou faire évoluer leur relation à tel groupe ou à tel autre, et chaque groupe lui-même peut changer. Un égrégore, encore une fois, il est flexible, il peut évoluer, il peut se teinter différemment au fur et à mesure que le temps se passe, et qu'il est plus ou moins alimenté, que le groupe est plus ou moins vivace, etc. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas pour moi de vous conseiller de fuir toute appartenance sous prétexte que ce serait un égrégore, une force occulte forcément mauvaise, suspecte ou bizarre, ou bien qu'il faut absolument rejoindre des égrégores et vous sentir appartenir à tel ou tel groupe ou à l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas le propos. À partir de là, à ne vouloir voir dans un égrégore qu'une force qui va conditionner, qui va vous limiter, dont il faudrait se débarrasser, c'est aussi puéril, si vous voulez, ou vain que de vouloir courir plus vite ou fuir son ombre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour le dire autrement, une appartenance à un groupe ne nous coupe pas des autres groupes humains, pas plus que de nous-mêmes. Nous apportons à un groupe et il nous apporte des choses. Peut-être que nous sommes influencés par l'esprit du groupe, tout comme d'une certaine façon, notre présence dans un groupe le modifie plus ou moins légèrement. Il me fallait passer par cette première description, parce que des personnes voient des égrégores partout, liés à toutes les passions humaines, bonnes ou mauvaises, ce qui revient à dire que toute émanation des esprits humains, de leurs affects, de leurs pratiques, sont tous des égrégores. Eh bien, si on voit des égrégores partout, comme on voit des portes occultes ouvertes partout, finalement, on s'enlise, parce que rien n'en ressort. C'est le risque majeur avec les concepts occultes, on se déconnecte de la réalité. On tente de s'accrocher aux branches en parlant d'énergie, de taux vibratoire. Bon, à la fois, on tente de rendre simple des concepts assez perchés finalement, et en même temps, en guise d'explication de ces choses-là, on va se référer à des principes occultes un peu évasifs, qui restent plausibles, mais qui tordent un peu le bras à notre bon sens, si je puis dire comme ça. Bon, c'est une façon de mélanger beaucoup de choses finalement, et c'est pas un moyen de mieux discerner. Mélanger différentes natures de forces occultes expose en tout cas à pas mal de déconvenues. Nous y reviendrons très prochainement à propos de certains égrégores, notamment concernant la création d'égrégores, sujet très à la mode. Alors si ce sujet des égrégores vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, ou à poser des questions, à formuler des remarques. J'y donnerai suite de mon mieux.
Ce que l'on peut retenir sur ce qu'est la nature d'un égrégore, c'est qu'il est une conséquence. À la façon du nombre, il est la projection ou l'extériorisation d'intentions communes à plusieurs personnes. Dans une large mesure, la psychologie des groupes explique beaucoup des comportements et il ne faut pas, encore une fois, trouver dans la notion d'égrégore des explications à tout. Le but de ce premier entretien était d'exposer ce qui peut définir un égrégore à partir d'une réalité que nous connaissons tous, le sentiment d'appartenance. Et si ce sentiment est naturel, les forces générées n'ont rien d'occulte ou d'inquiétant en soi. Ce n'est pas plus dangereux que l'ombre que l'on peut projeter sur le sol lorsqu'on marche, puisque c'est l'exemple que je prenais. Ce n'est pas non plus la chose qu'il faut aduler. C'est la marche qui, encore une fois, importe le plus. Donc vous l'aurez compris, attention, un égrégore désigne notre sentiment d'appartenance, mais nous n'appartenons pas à un égrégore, comme c'est souvent affirmé. Nous appartenons à un groupe, pas à un égrégore. Lorsque nous appartenons à un égrégore, il faut que certaines conditions soient remplies, et alors il se passe autre chose. Mais ça, c'est une exception, et c'est ce que nous verrons dans nos prochains entretiens sur ce sujet. Et nous verrons en effet des approfondissements de ce concept, de cette situation, qui nous conduiront à prendre en compte la nature de certains égrégores typiquement humains, et si possible avec des exemples concrets, ou du moins plausibles, qui se rapporteront toujours à des réalités. À bientôt. Allez, salut.